Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et également très heureux d'accueillir aujourd'hui Luc Ardouin, qui est le PDG du groupe Herbarome. Et d'ailleurs, Luc, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas croisés puisqu'on se croise régulièrement sur les événements de l'écosystème de la Nutra. Donc je pense que la dernière fois, ça devait remonter peut-être même carrément à Vita Foods l'année dernière. Donc le temps passe vite. Donc sans plus attendre, je vous propose de démarrer cet entretien car on a mille et un sujets à aborder avec notre invité, puisqu'on va parler aujourd'hui évidemment entrepreneuriat, on va parler nutraceutique, on va parler filière, on va parler ingrédients à base de plantes. Voilà, donc beaucoup de choses à évoquer sur le sujet. Et je suis d'autant plus heureux de recevoir Luc aujourd'hui que ça doit être le premier invité du podcast qui est dans l'univers à la fois des ingrédients et également du façonnage des compléments alimentaires. Donc je trouve ça très intéressant et je suis très content d'avoir un entrepreneur de ce secteur-là pour la première fois sur le podcast, dans lequel on commence à avoir balayé pas mal de facettes de l'écosystème de la nutrition. Bonjour Luc. Bonjour Grégory. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu vas bien déjà pour commencer? Ça va bien. Le printemps arrive, tout le monde se sent Oui. mieux et moi parmi vous. Bon, bah super, ouais, parce qu'effectivement, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est pratiquement à quelques jours près au printemps. Il fait beau en effet, et donc il y a des bonnes énergies pour cette année. Alors pour commencer, si tu le veux bien, Luc, j'aimerais que tu nous racontes ce que fait Herbarome et qui est Herbarome Group. Alors, ce que fait Herbarome et Herbarome Group, tu l'as dit en entame, c'est une entreprise, un groupe qui a deux métiers. Un métier d'origine, hein, celui de la fabrication d'ingrédients, pionnier dans l'extraction et la distillation de plantes aromatiques et l'extraction de plantes médicinales. Basé historiquement dans la Drôme, hein, et qui a développé un savoir-faire et aujourd'hui une expertise dans le complément alimentaire avec une de ses principales filiales, sa principale filiale qui est Fitéo, connue dans l'écosystème. On a été créé D'accord. en 94 pour date de création Ouais, de la c'est ça, j'allais société. dire, au niveau historique, ça remonte à quelques années, voire quelques décennies déjà. Donc, Exactement. vous approchez de vos 40 ans, si je compte bien. 30 ans, pardon. 30 ans, exactement. Exactement, on va fêter ça on prépare l'événement, hein, ça sera effectivement en 2024, dans 2 ans, donc on a un peu de temps pour s'y préparer, puis on espère avoir accompli une part du chemin qui nous reste à accomplir pour fêter dignement ces 30 ans. Donc, 1994, la création. Alors, pour la petite histoire, c'est une histoire familiale, hein, le groupe Herbarome. En 1994, toi, tu étais encore jeune, je pense. Exactement, exactement. Moi, j'étais encore mineur et j'étais à l'école quand on a créé la société avec mon papa, Dominique Ardouin, qui a été à l'initiative de, cette, de, cette, de ce début d'aventure, hein, d'avoir poussé la porte du monde de l'entrepreneuriat. Donc c'était une histoire familiale puisqu'on s'est tous attelés à la tâche pour créer d'abord une entreprise autour de la cueillette de plantes sauvages, puis sa distillation et l'extraction végétale. C'est tout ce qu'on a conduit avec mon papa dans les premières années de 90 à 2000. Et puis ensuite, je me suis attelé à la tâche dès les années 98, quand j'ai fini mes études, j'ai rejoint la petite équipe. On était 3 ou 4 salariés, c'est dire à quel point c'était artisanal. C'était ce que mon papa voulait faire, hein. C'était une entreprise artisanale d'abord, être un transformateur, faire avec ses équipes, transformer la plante et être cette entité entre le monde des plantes, celui des agriculteurs ou des cueilleurs, et celui des laboratoires. Donc on était vraiment à cette croisée de chemin qui m'a beaucoup intéressé en tant que jeune diplômé. Donc j'ai rejoint cette aventure et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça pour moi en 97, très exactement. Dans Et à cette, l'époque, dans vous cette- faisiez essentiellement des formes galéniques liquides, hein, c'est ça?
Tout à fait. On a commencé d'abord par des extraits végétaux liquides, toujours des extraits végétaux liquides d'ailleurs. Et puis après, dans les années 2000, on a démarré la fabrication de compléments alimentaires à partir de nos ingrédients que l'on a transformés, formulés pour ce marché des compléments alimentaires qui était encore naissant, très, très balbutiant, très foisonnant, où finalement la nouveauté pouvait venir en marché très très vite. Le monde a changé depuis, avec des bons côtés et des plus complexes, mais à l'époque il y avait ce côté foisonnant, et donc on a fait partie de cette première génération de ceux qui ont accompagné les marques pour faire leurs compléments alimentaires et développer leur gamme. Oui, c'est ça, les années 2000, c'était le gros boom du marché, donc c'est là où effectivement l'offre est devenue à foison. Et donc après, vous avez intégré un savoir-faire plutôt sur des compléments alimentaires forme sèche. Tout à fait. Donc, moi, de 98 à 2005, donc c'est vraiment les années pionnières. J'ai repris la direction générale en 2005 du groupe. Mon papa est parti sur d'autres aventures. Le groupe, enfin, l'entreprise commençait à prendre une taille qui était plus artisanale et ça ne lui convenait plus. Donc, il m'a lâché le manche. Et pendant 10 ans, j'ai structuré. C'est les 10 ans de traversée du désert, hein. C'est un peu comme ça qu'on appelle cette période pour les entrepreneurs où on a structuré. Moi, j'ai consolider les acquis et on a préparé la croissance et la croissance externe qui est venue là où on ne l'attendait pas, puisqu'on cherchait à acquérir une petite société dans les ingrédients. Il s'est agi en fait d'un laboratoire pharmaceutique et nutraceutique à 600 km de chez nous qui avait une expertise dans les formes sèches. C'était l'aventure Pharméal et aujourd'hui Fitéo, puisque Pharméal a intégré totalement Fitéo, basé à Tours, spécialisé des formes sèches, exactement. C'était Farméal Novéal, hein, c'est ça? Exactement. Enfin, il y avait plusieurs marques. Et là, quand tu dis 600 kilomètres, c'était du côté des Pays de la Loire, c'est ça? Exactement. Donc nous, le siège est dans la Drôme, dans la région de Valence. Et effectivement, cette acquisition, ce site se situait dans la région de Tours, hein, dans le département 37, dans les Pays de la Loire, dans la région centre, donc bien loin de chez nous. Donc ça a complètement changé la morphologie de l'organisation et du groupe. Cette année 2015 a été une année vraiment virage pour nous, où on a eu le baptême du feu, hein, de notre organisation et intégré finalement en un coup un seul des dizaines de collaborateurs, des métiers, des compétences, des savoir-faire, des nouveaux clients. Et ça a été un virage important pour le groupe. Effectivement, Parce que là, le groupe a vraiment changé d'échelle. En fait, c'était quoi le passage en termes de nombre de personnes? on était moins nombreux dans la Drôme que ce qu'ils étaient nombreux sur les Pays de la Loire. Donc on Ah faisait une oui, c'est ça, acquisition vous avez quasi plus acquis grosse quelque que nous. chose de plus gros que vous. D'accord. Exactement. Plus structuré avec une entreprise plus mature dans ses process. Donc, quelque part, c'était un changement total de paradigme, avec un besoin de cette entreprise de restructuration, de courage. À l'époque, j'avais tendance à dire qu'il y avait deux personnes qui pouvaient reprendre ce site, nous ou Harry Potter, parce qu'à un moment, il fallait être un peu magicien pour oser avoir le courage et oser prendre un site qui avait vécu une histoire complexe, difficile. D'ailleurs, il y avait deux sites à l'époque quand on a repris, qu'on a fusionné en un seul, des clients au bord de la crise de nerfs, puisque beaucoup étaient en partance, hein, ou en tout cas doutaient de la capacité de ce site à rebondir, malgré toute l'énergie qu'y mettaient les dirigeants et l'équipe qui était autour de l'équipe dirigeante. Donc on a dû reprendre tout ça avec énormément d'énergie. Ça nous a coûté beaucoup, beaucoup d'énergie, mais ça, c'est fondamental dans la vie de l'entreprise, cette date de 2015. D'accord. Et donc là, c'est là où vous avez carrément accéléré sur la sous-traitance des compléments alimentaires et vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous avez acquis d'autres sites dans les années qui ont suivi. Exactement. Cette période 2015 et puis 2023 aujourd'hui, on est dans un marché en bouleversement. Et nous, dans notre espace d'expression qui est le CMO, hein, le façonnage de compléments alimentaires, il y a une consolidation. On la sentait venir très tôt. On a été un acteur de cette consolidation relativement tôt en réalité. Et donc effectivement, dès 2018, on a travaillé à une seconde acquisition avec un partenariat avec le groupe Pilège qui cédait un de ses actifs, une usine de forme liquide sur lequel il souhaitait plus avoir le pilotage, et il souhaitait le laisser à une entreprise familiale française déjà capable d'intégrer une telle structure. Donc on était le portrait robot, et c'est vrai que ça a été un fit immédiat avec les équipes de Pilège.
Ils nous ont fait confiance et on leur a prouvé qu'ils avaient eu raison de nous faire confiance, parce qu'aujourd'hui, c'est un partenaire important du groupe Herbarome, le laboratoire Pilège, et on arrive à bien les servir avec nos sites, et notamment ce site basé à Bessay-sur-Allier, dans l'Allier, à côté entre Vichy et Moulins, dans la campagne. Une usine à la campagne, la vraie usine à la campagne, avec des vaches tout autour. Parce que Pilège, enfin le groupe Pilège a été le cédant de cette activité, mais est resté votre client par ailleurs sur toutes vos Totalement. activités. Ouais. Totalement. Et c'est même développé. C'était le deal aussi avec l'équipe dirigeante des laboratoires Pilège de les servir correctement sur les produits qu'ils avaient historiquement sur ce site, mais aussi d'être un partenaire au long cours, ce que l'on est et qu'on continue à être. Donc c'est vraiment une collaboration gagnante-gagnante où on a été à la hauteur de leurs attentes sur cette reprise et en même temps un partenaire fidèle et un industriel fidèle à leur côté. 2021, une autre acquisition plutôt côté ingrédients cette fois-ci? Oui, complètement. Donc, on a beaucoup évoqué Fitéo là pour l'instant. Herbarome sur ses métiers, sur quatre marchés, hein, celui de la cosmétique, de la beauté, de la parfumerie et des arômes, hein, et du monde de la nutrition animale, ainsi que du food évidemment et de la nutraceutique, avait besoin de consolider ses bases, et on a eu une opportunité avec des acteurs du secteur de la région de Lyon qui avaient une petite société de distribution spécialisée dans le bio. On les connaissait depuis longtemps. Ils voulaient partir à la retraite, et donc très naturellement, on a mené cette acquisition en 2021 au cours de l'été. L'été nous réussit globalement bien puisque les trois acquisitions, on les a faites l'été. C'était en 2021 exactement. La société Akemia qui a rejoint le groupe. Donc des ingrédients plutôt à usage cosmétique, mais pas que peut-être Cosmétique, cosmétique et nutraceutique, puisqu'on travaille beaucoup aussi. avec les gens de la capsule molle, avec des huiles végétales spécialement destinées aux capsules molles, donc la nutraceutique, et la cosmétique avec vraiment des huiles rares, des huiles précieuses, quasi exclusivement bio, avec des filières complexes, des sourcings complexes. Et aujourd'hui, les qualités bio sont extrêmement compliquées à approvisionner, avec toutes les contraintes sur les résidus, les pesticides, etc. Donc un métier compliqué. Et donc pour finir, en tout cas récemment, le tableau de chasse, une dernière acquisition toute récente, là en ce début d'année 2023. Oui, alors effectivement, on a nos partenaires de longue date, enfin, pas très longue date, mais en tout cas au moins un an et demi, on travaille avec les laboratoires Rodel en partenariat. On est en discussion depuis plusieurs mois sur le rapprochement de nos deux entités, donc avec tout un process qui s'est fait sur l'année 2022 et qui s'est achevé tout début 2023. Effectivement, les laboratoires Rodel, donc qui ont rejoint le groupe avec leur spécialité qui sont et d'une part l'activité pharmaceutique en forme sèche. Historiquement, les laboratoires Rodel sont des laboratoires pharmaceutiques, et une activité nutraceutique avec des clients pour bonne part qui ne sont pas les mêmes que ceux de Fitéo et du groupe Herbarome, donc très complémentaires. Et puis une équipe qui avait envie de rejoindre et de s'adosser à un groupe industriel à taille humaine avec une histoire familiale, et la rencontre a été assez évidente en fait. C'est un peu comme ça que nous faisons les choses. C'est d'abord des rencontres, des synergies, de la création de valeur ensemble, le partage de valeurs aussi fortes qui font qu'on se rencontre. On n'est pas ni à la chasse, ni à l'acquisition, ni à l'absorption. Tous ces termes, on ne les emploie jamais dans les discussions. La presse ou les médias utilisent ces termes parce que c'est comme ça, mais nous finalement, c'est pas du tout comme ça qu'on le vit. C'est plutôt une équipe qui nous rejoint, et puis à tous, on est plus fort face au marché qui est demandeur aussi de structures plus solides. Et justement, cette dimension humaine, alors on réabordera un peu plus tard toute votre stratégie de croissance externe, mais cette dimension humaine, elle fait la différence dans un marché qui est devenu concurrentiel au niveau de la consolidation, c'est-à-dire vous êtes maintenant plusieurs acteurs à consolider ce marché du façonnage nutraceutique. Euh, donc j'imagine que vous n'étiez pas les seuls acquéreurs sur les rangs. Non, non, les laboratoires Rodel avaient eu depuis plusieurs années des contacts avec des fonds, avec des industriels. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est ce que tu viens de dire, c'est le côté de valeur familiale, de respect du travail qui a été accompli, d'expliquer ce qu'on allait faire ensemble, beaucoup partagé.
Et puis, un process, c'est long et on a le temps largement de se connaître et de voir si, finalement, on fait le bon choix. En tout cas, la famille Equipar qui a cédé ce site, hein, était, est finalement, très contente, du choix, du groupe, du dirigeant que je suis, des valeurs que j'incarne aussi. Voilà, et ça a été un peu sa phrase, lorsqu'on a signé, de me dire, voilà: «Moi je pense que je remets le laboratoire entre tes mains et je suis content du choix que j'ai fait». Bah, ça me touche énormément, voilà, parce que et là, on est loin de la chasse, hein, je reprends le terme. Oui, On n'a jamais vu un gibier, remercier, le chasseur, donc on n'est c'est vrai. clairement pas dans cette dimension. Très bien, bah, bonne transition parce que, pour reboucler sur le côté familial, je voulais faire un retour en arrière et revenir sur la jeunesse du groupe, sur l'histoire par rapport à la création de l'entreprise par ton père. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout, comment en est arrivé, à cette idée de faire de l'extraction végétale ton père? D'où venait cette envie de créer une entreprise dans ce secteur? Voilà, à l'origine en Ouais, 1994. tout à fait. Alors, mon papa était d'abord agriculteur, producteur de plantes, parmi les pionniers de la vallée de la Drôme, hein. Il y a toute une génération, dans les années 80 qui a diversifié son activité agricole dans un pays difficile, hein. La Drôme et le Diois, pour ceux qui connaissent, c'est pas les plaines céréalières qu'on connaît dans la région parisienne ou d'autres régions de France. On a beaucoup de cailloux et des petites parcelles. Donc il faut aller chercher des productions de diversification et les plantes aromatiques en ont fait partie, les plantes bio notamment, avec toute une équipe dans les années 80. Et mon papa a découvert la distillation, en fait, et s'est passionné pour le métier de la distillation. Il me dit toujours, et j'y reviendrai, mais que la distillation, il l'a découvert un peu comme un chercheur d'or, en fait. Vous avez des grosses masses et à un moment, vous exprimez quelque chose, l'essence, la quintessence de la plante Le par toute meilleur. petite quantité, le meilleur. Et c'est magique. Et c'est vrai que c'est magique quand on distille de la camomille, elle devient bleue au bout d'un moment. Vous allez chercher l'azulène. L'azulène, vous ne le voyez pas dans la plante. Rien ne laisse penser qu'une camomille peut être bleue. Et en réalité, l'huile essentielle en sort bleue, pour ne prendre un exemple. Mais la mélisse est une plante magique parce que les quantités sont extrêmement faibles, donc il faut aller chercher ces quantités. Donc c'est comme ça que lui est tombé dedans, dans la marmite de la distillation, et finalement a lâché son activité d'agriculteur pour aller vers ce métier de la transformation. Et au bout d'un moment, bah, il faut bien créer une entreprise, quelque chose qui s'appelle entreprise, avec un statut d'entreprise pour pouvoir l'exprimer. On a commencé comme ça, tout simplement, d'abord en prestation de service pour des grands industriels de la place Grassoise, qui ont été nos premiers clients, puisqu'on avait un savoir-faire qu'il avait acquis au fur et à mesure de ses pérégrinations, qui était la distillation des racines et des semences. C'est des distillations très particulières, très longues, qui demandent tout un travail préparatoire en amont de la distillation et un travail complémentaire en aval de la distillation. Donc c'est très très particulier. Ça demande un vrai savoir-faire, des outils très particuliers qu'il a même construit, pensé lui-même. Donc c'est ses propres réflexions autour du process. Donc c'est ce qui a fait la création d'Herbarome. Et finalement, encore aujourd'hui, ce savoir-faire dans ces métiers de la distillation de la semence et de la racine, de ces technologies adaptées pour faire ces spécificités, font la renommée d'Herbarome chez les grands de la parfumerie et des arômes. Notamment la livèche, hein, qui est un de vos savoir-faire les plus précieux, c'est ça? Exactement. Mmh. La livèche, c'est l'herbe à magie, hein, pour ceux qui ont un peu de botanique sur eux, qui est une plante très particulière puisqu'elle a la note céleri sans en avoir les allergènes. Donc évidemment, dans l'agroalimentaire, c'est une plante reine, hein, puisqu'on peut faire tout un tas de fonds de sauce, d'arômes avec cette plante sans avoir à mettre en avant les risques allergènes de cette plante, avec un arôme extrêmement puissant, très tenace, une note extrêmement tenace, à tel point qu'on est obligé de se changer quand on passe dans l'atelier, parce qu'après, sinon, vous sentez le céleri pendant toute la semaine. Donc voilà, la plante reine chez nous, que l'on fait produire chez nos agriculteurs, que l'on fait pré-transformer chez eux, et après on a tout un process pour obtenir une huile essentielle qui rentre dans beaucoup d'arômes aujourd'hui au niveau mondial. Mmh. Est-ce que ce côté, très proche de la terre, à la fois par, l'implantation géographique, par, l'histoire de ton père, ça transpire aujourd'hui dans la culture de l'entreprise?
Ce côté paysan, enfin, je sens que ce soit péjoratif, hein. Est-ce Non, qu'il y a non, encore ces valeurs-là dans l'entreprise ou pas? en tout cas, il faut continuer à les incarner, il faut continuer à les partager. Les collaborateurs nous rejoignent parce qu'on a ça. Parce qu'on est une entreprise qui est justement dans cette interface avec le monde agricole. Et donc, ces liens, ces discussions, ces rencontres avec nos agriculteurs, elles sont très importantes pour les gens. Mais ça vraiment transverse à tous, ça vient infuser chacun, que ce soit les équipes marketing ont besoin de parler avec les agriculteurs, d'aller sur le terrain, d'aller faire des rencontres pour comprendre le contexte dans lequel ils sont, pour mieux parler des produits, pour mieux parler de la valeur de ces produits, défendre la valeur de ces produits, parce que quand on est juste sur des mercuriales de prix ou des chromatographies, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. En fait. Donc c'est très important que nos équipes commerciales, nos équipes marketing, nos acheteurs, toute cette équipe qui demain doit défendre nos produits chez nos clients, expliquer les produits chez nos clients. Donc on le fait très régulièrement, évidemment. OK. Et quand tu as intégré Herbaroom, comment s'est passé le passage de témoin? Est-ce que ça a été une évidence pour toi de prendre le relais? Comment ça s'est passé la transmission? Moi, j'ai rejoint l'aventure en tant que salarié. J'avais d'autres opportunités ailleurs. Et même les gens qui m'avaient proposé d'autres postes m'ont dit, mais c'est pas une entreprise que tu rejoins, c'est un artisan. Ton papa, il est tout seul, voire presque. Et en fait, j'avais senti toutes les potentialités, parce que déjà, on travaillait avec beaucoup de secteurs différents. Déjà l'export, déjà des métiers passionnants. Donc le champ des possibles était immense. Et finalement, le deal avec mon papa a été assez simple, c'est que je l'ai accompagné pendant 7 ans dans son projet. C'était son projet et j'étais au service de son projet. Et ça a été très clair. Et à un moment, la bascule a été assez évidente, assez naturelle, euh, malgré ce qu'on peut dire des relations père-fils. C'est qu'à un moment, c'est devenu mon projet. Et il m'a accompagné dans mon projet. Et je souhaite à tous vraiment d'avoir cette fluidité dans le passage de témoin. Mon papa est parti sur d'autres aventures que j'ai pu accompagner moi aussi, que j'ai pu suivre. Et on échangeait comme ça, comme deux entrepreneurs, avec un regard de bienveillance, de soutien. Et finalement, le plus important, c'est la confiance, puisqu'il m'a toujours fait confiance, même très jeune, à faire des choses qui pouvaient mettre en risque la société. Mais c'est l'audace, en fait, que l'on partage et qui m'a transmis. Et je pense que ça, c'est des éléments déterminants finalement de mon chemin de vie d'entrepreneur. C'est cette confiance qu'il a eue en moi et réciproquement. Voilà, cette confiance entre tous les deux. Et cette bascule, elle s'est faite progressivement ou il y a eu un déclencheur à un moment donné, paf, tu as pris le relais? Ça s'est pas fait, ça s'est fait relativement rapidement, ouais, dans un temps très très court. Finalement, lui voulait changer. Moi, je poussais, inconsciemment, je poussais. Et donc, il a, j'allais dire, choisi de descendre du train et de me laisser les manettes avec beaucoup de confiance en moi de sa part et finalement beaucoup euh, de manque d'expérience de ma part et finalement de certaine naïveté de ce que veut dire numéro un. Quand vous êtes numéro 2, c'est facile de dire on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et le jour où vous passez numéro un, d'un coup, il y a une espèce de poids et Ouais. de lenteur qui s'installe parce que vous êtes conscient de l'ensemble des décisions qui sont à prendre. Mais en tout cas, voilà, sa confiance, à mon avis, m'a beaucoup aidé. Et donc là, c'est ton projet qui est devenu, numéro un sur la scène. Hem Et c'était quoi donc ton projet à l'époque, ta vision, à long terme de l'entreprise? Où est-ce que tu voulais l'emmener? Moi, j'ai beaucoup aimé cette période d'artisanat, on va dire, ou de PME, TPE que l'on a vécu ensemble, mais je voyais bien la limite. En fait, on était dans les backstage de beaucoup d'industriels, de beaucoup de marques. On avait une pérennité des marchés ou une visibilité de nos business qui était extrêmement courte. On était à peu près à 3 4 semaines de visibilité sur notre business. Finalement, on devait être au four et au moulin, donc pas de moyens non plus de déployer. J'avais une vision clair et un axe clair, c'était celui de travailler pour des grands comptes dans les secteurs sur lesquels on était déjà. C'est-à-dire que travailler pour des distributeurs ou des petits comptes, versatilité,
toujours batailler sur les prix pour se faire payer et finalement jamais une certaine assise. Donc les 10 ans de traversée du désert que j'ai expliqué, c'était pas vraiment le désert. On a fait beaucoup de choses pendant ces 10 ans, C'était notamment un désert construit un fertile quand bâtiment. même. Était un désert fertile, exactement. On a structuré l'organisation, mis un service qualité. Plein de gens m'ont accompagné dans cette période. Ils sont plus forcément chez Arbaroom, mais en tout cas, ils ont fait partie de cette équipe pionnière qui m'a aidé à structurer le groupe pour en arriver où on en est aujourd'hui. Et j'en suis reconnaissant à ceux et celles qui m'ont accompagné tout au long. Régulièrement, on se croise et on aime à se rappeler cette époque, mais très clairement, la vision ma vision de ce que devait être l'entreprise, c'est celle effectivement d'une entreprise industrielle et plus artisanale, donc avec du process, avec des services. Et il fallait tout ça pour pouvoir accéder à ces grands comptes. Donc il y a un ticket à payer, il y a une période difficile parce que vous avez des petits clients qui ne sont pas prêts à accepter tous les coûts induits par cette structuration et finalement après de pouvoir accéder aux grands comptes. Et aujourd'hui, c'est notre stratégie dans le complément alimentaire et l'ingrédient, travailler avec les sociétés qui font le marché. Ça veut pas dire qu'on délaisse les petits clients, mais on est plutôt adapté à travailler avec du grand groupe. Ouais, donc une forme de montée en gamme sur la qualité de vos produits, de vos services pour séduire de plus en plus de grands comptes. Exactement. Et donc, entre le moment où tu as pris les manettes et aujourd'hui, est-ce que tu trouves que ta façon de gérer l'entreprise a évolué? Elle évolue sans cesse au gré de l'évolution de la taille de l'organisation, mais il y a des lignes de force, hein, qui se dégagent, qu'on soit dirigeant de 10 personnes ou de 300 personnes, comme c'est le cas aujourd'hui. Être soi-même, être vrai, être avec chacun totalement au moment où on est avec eux. Comme en ce moment, je parle avec Grégory et je suis totalement avec Grégory. Bah, quand je parle avec mes équipes, c'est exactement ça. Je suis sur leur sujet, je les écoute, même si c'est parfois des temps très très courts, pas assez au goût de mes collaborateurs évidemment, mais ça c'est important, être là en conscience avec les équipes, être soi, partager nos doutes parce qu'en dirigeant ça doute, sinon ça peut être dangereux, dirigeant qui Mmh. doute pas, et puis voilà, partager avec les équipes et continuer à me former. Continuer à me former, à être accompagné tout au long de ces 20 dernières années. Je suis retourné à l'école, sur les bancs de l'école, ou pris de l'accompagnement de formation. Ça, c'est très important, hein, pour pouvoir accompagner une organisation, être soi-même au rendez-vous en tant que dirigeant, parce qu'on peut vite être le facteur limitant de son entreprise. Mmh. Tu t'es formé à quoi, par exemple, au cours de ces dernières années? Donc en 2017, je suis retourné sur les bancs de l'école pour faire un MBA à l'EM Lyon, en l'occurrence, pendant 18 mois. Donc c'est un vrai sacrifice pour la famille, pour les amis, aussi pour l'entreprise. Donc mon équipe de direction était partie prenante de ce projet. J'ai continué à me former à travers des clubs d'entrepreneurs comme l'APM notamment, que j'ai suivi pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis plus sur un accompagnement personnalisé. On appelle ça coaching de dirigeants avec un coach qui m'accompagne dans cette période où j'ai besoin plutôt d'être avec quelqu'un en one-to-one plutôt qu'en groupe. Mmh. Tu fais encore partie de l'APM ou? Non, j'ai quitté l'APM. J'ai fait deux clubs en fait, un club sur Valence et ensuite un club sur Lyon qu'on a créé à la sortie du MBA justement avec mes collègues qui ont suivi le MBA avec moi. On a décidé de créer un club sur Lyon pour continuer un peu cette aventure de 18 mois entre nous, et j'y suis resté 3 années. Et voilà, j'avais fait un peu le tour, et donc j'ai préféré laisser ma place à d'autres qui avaient besoin de ce club-là. Mmh. Et est-ce que toi-même, dans le sens inverse, tu accompagnes des entrepreneurs, à travers d'autres associations ou? On a créé effectivement les alumni pour le M Lyon sur la Drôme Ardèche avec d'autres entrepreneurs. Donc ça a pour vocation de fédérer les anciens élèves de cette école de commerce. Euh, donc ça permet aussi, ben, de voir des personnes en transition professionnelle ou des porteurs de projets, et donc d'échanger, de donner un peu de soutien. Après, c'est difficile de trouver tout le temps nécessaire, mais je reste ouvert à ceux qui me le demandent, de pouvoir au moins prendre un petit temps d'écoute, de challenger le projet, d'apporter aussi mon expérience, comme on a pu me l'apporter à l'époque.
Donc là, si on retrace entre le moment où tu es arrivé et aujourd'hui, donc vous êtes passé d'une dizaine de personnes à 300 personnes, c'est ça à peu près le scale-up C'est ça, comme on dit? c'est ça la OK. courbe de croissance des équipes. Tout à fait. Et donc, vraisemblablement, c'est pas fini puisque pour, accélérer, cette croissance, en 2021, tu as choisi d'ouvrir le capital, et de lever des fonds. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase de développement qui est évidemment un accélérateur pour le groupe? Tout à fait. Ça a été un choix construit, préparé. Ça demande beaucoup de préparation, hein. Si d'autres entrepreneurs qui écoutent se posent la question, il faut pas attendre d'en avoir besoin. Il faut le construire en amont d'un projet. Donc, on a travaillé avec un cabinet spécialisé qui m'a accompagné pendant 2 ans pour structurer cette levée de fonds et on a accueilli au capital en minoritaire un pool de deux banques par leur véhicule d'investissement que sont BPI France et BNP Paribas Développement, les antennes de Lyon. Donc des équipes rompues à accompagner les PME en transformation vers ETI. En fait, c'est vraiment ce projet qu'on conduit. Donc ils ont cru dans notre projet, ils croient dans notre projet de croissance pour doubler la taille du groupe dans les 5 ans de leur entrée, donc 2021-2027. C'est notre projet Horizon 2027 qu'on partage avec nos équipes, avec nos investisseurs évidemment, avec nos clients pour expliquer ce qu'on est en train de faire, pour expliquer ce qui va changer, ce qui ne changera pas, pourquoi c'est aussi important pour nos clients que l'on soit dans cette feuille de route. Voilà, donc c'est effectivement un accélérateur et surtout un support important, hein, puisque quand on a des ambitions, il faut aussi pouvoir les financer. Donc d'avoir des partenaires financiers solides à nos côtés, français, connus de la place, plutôt sur le temps long, dans le développement économique du tissu industriel français. Voilà pourquoi on a choisi, et ils nous ont choisi, hein, puisque c'était réciproque, ces partenaires. Oui, parce que là aussi, j'imagine que c'était un processus concurrentiel, et qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu choisisses ces partenaires financiers plutôt que d'autres? Je crois que c'était les gens qui ont conduit cela chez BPI et BNP, c'est certain, des rencontres, et des gens qui se sont vraiment intéressés à nous, à poser des questions sur le business en tant que tel, à investir du temps et de l'argent pour bien comprendre le marché dans lequel on était, dans celui qu'on visait, la façon de piloter notre organisation et son projet. Donc ce choix s'est fait assez naturellement, ça c'était assez évident et c'était exactement le profil d'investisseur qu'on souhaitait à nos côtés. Donc, objectif de cette levée de fonds, à la fois, faire de la croissance organique, et de la croissance externe. Donc, et où est-ce qu'on en est, si on fait un point d'étape là, début 2023? Les jalons sont tenus en termes de croissance? Exactement. Après une feuille de route, c'est jamais une grande courbe linéaire. Il y a les à-coups, les réalités de marché. Aujourd'hui, il y a des marchés qui sont difficiles. Celui de Tu veux dire l'ingrédient qu'on ne dirige pas une particulièrement. entreprise juste avec des tableaux Excel? Exactement, Qu'on on a qu'on besoin des pourrait tableaux Excel. on pourrait étirer les cellules à l'infini? Exactement. Effectivement, on doit avoir une vision au long cours. Et j'allais dire, les parallèles avec la navigation sont, sont clairs à ce titre, hein. C'est qu'effectivement, il faut savoir où on va, tirer des bords parfois, puisqu'on a parfois des vents contraires, on peut être retardé sur le périple, mais en tout cas savoir où on va et garder le cap. Aujourd'hui, on est sur le bon cap. On passe les étapes, la première étape, comme il se doit, dans le trend, comme on dit, que ce soit sur la structuration du groupe, sur, l'activité, et son déploiement et aussi sur, d'autres cibles, pour, venir consolider, le groupe. On y travaille, donc c'est un travail qui m'occupe, une partie de mon temps et de mes équipes, de continuer à identifier des partenariats, créateurs de valeur, sur le marché, en France et à l'international. Donc il y a également des velléités à développer le groupe à l'international, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, compte tenu de la taille du groupe, on est
très exposé au marché français. C'est un marché qu'on connaît bien, on est solide sur le marché français, on doit encore se consolider. Il faut être fort chez soi en général avant de vouloir aller à la conquête de nouveaux marchés. Nous, on a plutôt la culture, on n'a pas la culture du drapeau, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à planter des banderilles un peu partout sur une carte du monde en disant voilà, on est là, 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 là et là, des dizaines de petits drapeaux, mais au contraire, d'identifier un marché cible sur lequel on pense pouvoir faire des choses, où on comprend son marché et on y va avec des ambitions et des moyens, plutôt que de disperser les ressources, on concentre les ressources. Voilà. C'est des éléments de stratégie assez primaires, mais qui ont fait leur preuve. En termes d'expansion géographique, ce serait quoi la liste au Père Noël de pays ou de secteurs sur lesquels vous aimeriez aller? Nous, il y a deux zones géographiques pour leur maturité de marché Mm. et pour leur intérêt en termes de profondeur de marché innovant ou mature, je l'évoquais. Donc, pour le complément alimentaire, je pense qu'aujourd'hui, la preuve n'est plus à faire que le marché italien est un marché intéressant, Mm. en avance, Un des qui a des 3 choses à premiers nous marchés apprendre européens. complètement, qui a des choses à Mm. nous apprendre, qui a des éléments de différenciation forts sur le métier de CMO par rapport à celui que nous pouvons faire en France. Ça, c'est pour la partie CMO. Et puis d'autres marchés européens, mais en tout cas, celui-ci, on l'identifie assez bien. Et pour les ingrédients, le marché le plus mature, le plus profond, c'est le marché américain, nord-américain, avec un engouement pour le Made in France et les matières naturelles françaises, que ce soit pour la cosmétique ou la parfumerie ou la nutraceutique. Donc on regarde de ce côté-là. euh, tous les acteurs de notre univers ingrédient qui ont traversé ont réussi parce qu'ils ont su traverser l'Atlantique et réussir aux États-Unis. Et la plateforme France, le marché français est très concurrentiel, le marché européen très concurrentiel, difficile. Je ne dis pas que le marché américain est beaucoup plus facile, mais en tout cas, il est beaucoup plus large. Et finalement, on peut arriver à passer la démultiplier, comme on dit en économie. Donc enfin, tu n'exclus pas d'avoir une présence nord-américaine sur l'une ou l'autre des activités un jour. Ça fait partie de la feuille de route Horizon 2027, effectivement. Bah, très bien. Et si on regarde plus en détail les secteurs d'activité que vous adressez dans le groupe, pour rappel, c'est le food, la beauté, la nutra et puis le feed ou la nutrition animale, je ne sais plus comment vous l'appelez. Quelles sont enfin, les connexions qui peuvent se créer entre ces différents secteurs d'activité? Est-ce qu'il y a une forme de synergie entre ces secteurs cibles? Alors, la synergie, elle est évidemment sur les matières premières au départ, la plante, puisqu'on on adresse ces marchés avec soit des formes simples de transformation, c'est-à-dire des extractions ou des distillations. C'est le cas aujourd'hui du marché des arômes et de la parfumerie. Des produits plus élaborés, plus formulés, c'est le cas de la nutrition animale ou de la cosmétique. Et évidemment très accomplis, très processés jusqu'à leur conditionnement et leur mise en forme finale avec le complément alimentaire. Donc finalement, selon les marchés, euh, on, on fournit des matières premières transformées issues de la plante de façon plus ou moins élaborée et plus ou moins formulée. C'est ça les synergies. Puis après, il y a quand même des synergies commerciales qui peuvent se faire, puisqu'on a des marques aujourd'hui de cosmétiques qui s'intéressent à la nutraceutique, évidemment. C'est pas nouveau, mais c'est pas encore massif, donc ça donne des passerelles commerciales De plus en intéressantes. plus, oui. Exactement. Et puis sur certains pays, on a des distributeurs communs à nos différents marchés, à nos différents marchés cibles, qui sont aussi bien capables d'adresser la nutrition animale que les arômes et le complément alimentaire, ou la beauté et les arômes selon les marchés cibles. Donc ça a aussi ce côté intéressant de synergie. Donc, on le voit, hein, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Vous êtes à la pointe sur l'innovation. Comment vous faites à l'échelle du groupe pour vous maintenir en veille sur le marché de la nutrition, des ingrédients? C'est quoi un peu vos façons de faire? C'est vrai qu'il faut sans cesse rester à l'écoute du marché. Alors, on est très influencé par nos clients, donc ça c'est intéressant. On écoute beaucoup nos clients, on remonte beaucoup d'éléments de nos clients.
En même temps, ça suffit pas puisque nos clients attendent aussi de nous, d'être porteurs de messages, de les inspirer. Donc c'est tout un travail que l'on est en train de mener, hein. On a structuré tout un service marketing avec une méthodologie de travail pour être beaucoup plus, inspirant à nos clients, plutôt que d'être seulement inspiré par eux. Donc c'est aussi un changement, culturel dans l'entreprise, d'avoir cette approche et puis justement, accéder à des marchés différents à l'international nous permet, d'aller regarder ce qui se passe, hors les frontières, un peu ailleurs et puis de ramener, les bonnes pratiques ou les meilleurs produits d'innovation ou concepts, pour les proposer, à nos équipes, pour qu'elles-mêmes les proposent à nos clients. Donc voilà, il faut sans cesse être en veille et le terrain est important à ce titre. Mmh. Et toi, à titre personnel, comment tu te maintiens en veille? Est-ce que tu es j'imagine que tu es aussi très, très connecté aux tendances et au marché. Est-ce que tu as des astuces ou des tips à partager? J'aime bien parler aux clients, même si j'ai plus de clients en gestion, j'aime bien avoir des temps comme ça, sans qu'on ait rien à se dire. Mais finalement, c'est là où on se dit le plus de choses quand il y a pas un sujet, quand il y a pas un dossier, en cours, où vous allez, ce que vous faites et puis, expliquer ce que fait notre groupe, comprendre ce que va faire notre client, vers quoi ils tendent et finalement c'est des échanges donc j'ai la chance de pouvoir accéder à un panel de dirigeants, qui font le marché aujourd'hui, nos clients, hein, et je parle à tous les dirigeants des sociétés de nos clients. J'ai cette chance-là. Mon statut me le permet en fait d'accéder à ces gens-là et je m'en prive pas. Mais à regret, c'est pas suffisant. Je voudrais participer plus à des temps forts, à des Nutri Days, à des temps comme ça, justement pour être plus à l'écoute. Donc c'est un peu frustrant parce que je suis beaucoup pris sur la conduite du groupe et pas assez, sur, l'inspiration. Mmh. Ça, c'est une de tes volontés, ce serait de pouvoir être plus présent sur ce côté inspiration, veille, un peu prospective sur l'innovation de demain? Clairement, clairement, puisque Mmh. sans ça, c'est difficile d'écrire une feuille de route pour un groupe si on n'a pas, si on n'est pas soi-même, alimenté des tendances. Donc ça fait partie aussi de mes souhaits, d'organiser, de structurer le groupe pour pouvoir, lâcher certains périmètres très opérationnels, hein, et pouvoir être encore plus dans la prospective et donc dans ce travail d'infusion au sein du marché, au cœur des marchés, de nos marchés actuels, mais aussi de marchés naissants, parce que c'est quand même le rôle du dirigeant aussi de voir plus loin, d'anticiper l'avenir, pour pouvoir conduire correctement son organisation. Mmh. A fortiori dans un contexte hyper mouvant comme, ce qu'on connaît depuis quelques années, heu, faut pas mal anticiper et être capable de s'adapter en effet. Clairement, clairement. Et je reviens donc là effectivement c'est sur on parle on va dire de veille sur le marché, de formation sur les tendances. Je reviens sur, ce que tu évoquais tout à l'heure sur le fait de se former soi-même qui a l'air d'être, quelque chose d'important pour toi, de progresser, soit au contact d'autres entrepreneurs à travers des associations comme l'APM, soit, à travers l'accompagnement par un coach. Est-ce que tu as d'autres façons de progresser toi-même? Est-ce que tu as des sources d'informations? Ça peut être, des podcasts, des livres ou des choses qui te font progresser dans ta pratique entrepreneuriale? Ouais, alors effectivement, comme beaucoup d'entre nous, et je me suis mis au podcast en fait. C'est vrai que j'écoute plus jamais la radio en fait en voiture. Ah oui, J'écoute des pareil, ouais. podcasts, les tiens ou d'autres. Ça va de la géopolitique à la psychologie, en passant par les podcasts plus métiers, on va dire. Et donc ça, c'est effectivement une source d'apprentissage. Et puis j'ai la C'est quoi, par chance exemple, d'avoir. tes 3 podcasts qui sont en favoris sur ton application de streaming? Alors, j'aime beaucoup effectivement tout ce qui est géopolitique, donc ça va être, tout ce qui concerne, la géopolitique. Ça m'intéresse puisque je supporte pas l'actualité. Heu, je j'écoute pas l'actualité en fait, ça m'intéresse pas, parce que c'est Tu c'est essaies de c'est du comprendre qu'est-ce qui est consommatisme. derrière l'actualité, Exactement, et d'écouter des gens qui ont des choses à dire, donc c'est plutôt ces podcasts-là, très comme clairement. Keraski, par exemple, tu dois Karaski, alors connaître? c'est très court, c'est 3 Ouais, c'est minutes. Il y court, en a ouais. des beaucoup plus longs, effectivement, sur, hem, ça va être Christine O'Krent, ça va être, le Slate
.fr qui a des podcasts très intéressants qui décortiquent les choses, puisque finalement ça paraît toujours très simple parce qu'en 3 minutes ou en 2 minutes, il faut rendre simple quelque chose de complexe. Bien, quand on est passionné depuis très très longtemps, finalement les choses ça devient plus chaque jour un peu plus clair et on comprend les grands mouvements, puisque finalement ça explique ce qui se passe dans nos sociétés, dans le monde actuel. Et là aussi, hein, en tant que dirigeant, il faut prendre ça en considération et pas vivre à chaud. Je pense qu'on se doit encore plus de, de regarder avec une certaine distance l'actualité pour mieux diriger. On a vécu le Covid. Ben, Mmh. certains ont pris des décisions extrêmement dictées par la peur et par l'immédiateté. Il faut être réactif, mais finalement, est-ce que la peur et l'immédiateté étaient le bon choix ou est-ce qu'il ne faut pas garder de tête froide? Et tu parlais du nombre de salariés, ça fait beaucoup de monde qui à des moments attendent une décision, attendent un cap. Et si on est dicté par toujours une espèce d'urgence c'est voilà. Donc faut regarder ce que d'autres ont fait avant nous dans d'autres secteurs, la politique ou la géopolitique. Mmh. Dans laquelle il y a beaucoup d'histoire d'ailleurs. On dit géopolitique, mais en fait, il y a beaucoup d'aspects historiques dans la géopolitique. Exactement, qui explique hein, c'est Mmh. en regardant en arrière ce Mmh. qui s'est passé et pourquoi là on en est, ce qui explique où on en est aujourd'hui dans tout un tas de régions du monde. Je connais assez bien l'Amérique du Sud. Ben, si on ne regarde que les faits d'actualité en Amérique du Sud, on ne comprend pas tout un tas de choses. Le Moyen-Orient est extrêmement complexe, lisible, avec tout un tas d'épaisseurs de choses qui s'enchevêtrent, mais c'est passionnant. Et puis bon, aujourd'hui, évidemment, l'actualité entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme la nôtre qui source dans ces régions, qui peut vendre dans ces régions? Euh, comment on pivote, comment on évolue, comment on vit avec ses valeurs, avec ben, une certaine doctrine hein, qu'on se veut, comment on fait? Bon, voilà, ben, il faut savoir prendre des décisions et puis les acter jusqu'au niveau de ses équipes. Mmh. D'autres podcasts que tu aimes suivre? Tu parlais de psychologie tout à l'heure? Ouais, j'écoute quelques podcasts. J'ai pas les noms qui me viennent comme ça parce que c'est pas, mon cerveau est branché sur notre échange métier. Tu m'en excuseras. Mais c'est toujours intéressant là aussi hein, de comprendre un petit peu les mécanismes, hein, des petits shortcuts comme ça de 5 minutes sur le cerveau, sur tout ça. C'est hyper intéressant, fait par des très jeunes, hein. Souvent des gens qui sont mis au podcast, qui sont des fois des étudiants et pas forcément des journalistes ou des éminences du secteur. Et je trouve ça génial parce qu'il y a plein de choses dans ces petits podcasts de gens qui font la différence avec très accessible. Et ça, j'en ai plusieurs que je suis. Une naturopathe aussi qui a un petit podcast et accessible vers une cible de son âge en plus. Donc c'est les très jeunes, hein, les 20-30 ans qui écoutent ça. Et c'est très accessible. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous donne aussi une lecture de cette génération-là qui sont nos salariés, qui sont aussi Mmh. nos consommateurs et de voir un Qui petit sont peu les comment consommateurs d'aujourd'hui, bien sûr. exactement. Donc, pour moi, ça Mmh. c'est très intéressant d'écouter ces gens-là aussi et pas seulement les journalistes ou les émissions les plus connues. Mmh. Si tu veux bien, on va parler de la culture de l'entreprise maintenant. Comment tu fais pour, organiser et on va dire, harmoniser la culture d'une entreprise qui s'est construite au fil du temps, par croissance externe, sur différents lieux géographiques, donc et qui continue de grandir bien évidemment. J'imagine que tout ça, ça crée de la complexité. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, tout ce qui a trait à la culture d'entreprise dans le groupe? Alors effectivement, c'est un gros travail de penser le groupe, de structurer un groupe, de faire groupe en fait. C'est vraiment ce qui nous préoccupe pour amener la couche groupe ou le socle groupe. Donc les valeurs sont un élément très très important. C'est pour ça qu'on a travaillé la vision, les valeurs que l'on souhaite que tout un chacun partage, laisser un C'est grand quoi niveau d'auto. les valeurs du groupe, si vous les avez déjà définies? Quelles sont-elles? Oui, donc elles sont définies, elles conduisent en fait mon travail et puis l'aventure depuis longtemps.
Passion et audace. Je pense que vraiment ça, c'est au cœur même de la création de la société. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la Oui, passion de ce métier, de la transformation, la passion de la relation client aussi. C'est pas que la plante en tant que telle. Je suis passionné du métier d'entrepreneur. Je suis passionné de rencontrer des clients, de conduire des projets. L'audace, puisqu'on a fait quand même des mouvements audacieux tout au long de la vie de l'entreprise. Déjà de créer l'entreprise, personne ne nous attendait. On l'a fait. Puis là où il y avait rien, il y a quelque chose aujourd'hui. Et ça, c'est un peu audacieux quand même. Le respect et le partage, je pense qu'aujourd'hui, sans respect les uns des autres, hein, et sans le respect de nos clients, de nos interlocuteurs, c'est important le respect de la nature aussi, puisqu'on est quand même alimenté par la nature, hein, c'est notre première source de matière, euh, la nature, et partager tout ça. Et quand même, on est une organisation qui progresse, hein, qui se développe, mais avec un vrai souhait de progrès et d'exigence, hein. Chaque fois, on essaie de structurer, de construire sans peser sur l'organisation de trop. Donc, il faut trouver le juste dosage, les rituels, les outils de communication. Aujourd'hui, on a beaucoup progressé là-dessus. Euh, il y a un élément qui reste de toute façon clé, c'est les patrons de nos usines, hein. Ça reste des patrons d'une PME au sein d'un groupe. Donc, leur laisser un haut niveau d'autonomie, de responsabilité, donc travailler en confiance avec tous les outils de contrôle et de pilotage qu'on leur met à disposition et qu'on se donne pour pouvoir suivre tout ça. Donc, c'est ce niveau. donc en même temps, les patrons de sites ou de business units sont autonomes, mais en même temps, tu dois t'assurer de la transmission de cette culture d'entreprise. Enfin, c'est quoi la recette pour que tout cela fonctionne enfin, avec beaucoup de collaborateurs et sur plusieurs endroits? Je pense que la clé déjà, c'est dans le choix des gens qui vous rejoignent. Mm. Il faut déjà trouver des gens avec qui le message peut passer, qui ont à cœur de rejoindre une entreprise qui a des valeurs. Aujourd'hui, je pense que c'est un élément qui fait la différence dans les entreprises entre celles qui savent où elles vont, qui ont un projet, qui ont des valeurs fortes. C'est sûrement un des socles les plus importants, ce socle de valeurs, que ce soit pour des directions de sites, pour des directions de BU ou même des collaborateurs à des postes moins importants. On parlait de la jeune génération. Aujourd'hui, les gens veulent rejoindre une entreprise qui a du sens, qui a un projet qui a du sens, où ils comprennent ce qu'on veut faire, pas en tant que produit et business, ou même de travail. Bien sûr qu'une assistante commerciale, elle voit à peu près ce qu'elle travaille. Par contre, ça change complètement sa vision de la chose si elle sait pourquoi elle le fait, pour quel projet, où on va, etc. Donc ça, c'est l'élément déterminant, le choix des gens et puis partager avec eux le projet et les valeurs. Mm. Et justement, ce sens, je rebondis sur une définition que vous utilisez chez Herbarum, qui est que vous définissez comme ambassadeur de la naturalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'imagine que ça participe à créer ce sens. Tout à fait. Effectivement, ce mot est intéressant puisque dans naturalité, l'humain est intégré. À la différence de la nature, quand on parle de la nature, l'humain regarde la nature et est extérieur à la nature, alors qu'on est un élément de la nature. L'activité fait partie de l'activité agricole, pastorale, etc. Donc les activités humaines sont intégrées dans le mot naturalité, alors qu'elle en est exclue dans la nature. Et dans la vision européenne, tout au moins, on a une espèce de regard à la nature comme la nature originelle, qu'il ne faut pas toucher, hein. Le parc naturel, il est naturel. Voilà. La naturalité, Après, on peut c'est tout aussi autre dire chose. que l'homme fait partie de la nature en tant qu'être Oui, vivant. tout à fait, tout à fait. Et Mais, donc c'est mais là où peut-être que socialement, on l'a opposé. oui, je pense que c'est cela. Donc si on est jusqu'au boutiste, le naturel peut effectivement être une vraie impasse pour les entreprises, alors que la naturalité, c'est une démarche finalement d'être en conscience dans un écosystème large qui inclut l'humain, qui inclut ses activités. C'est de réfléchir à quel impact on a sur cette nature qui nous entoure et dont on fait partie, comment on peut l'exploiter sans l'épuiser, comment on peut être en conscience de notre impact,
comment on peut la valoriser au mieux. Et donc tout ça, ça se fait au quotidien dans les choix des formules que l'on propose à nos clients, dans nos démarches de circuits courts avec nos fournisseurs de plantes, la proximité avec ces agriculteurs. Tout ça, c'est la naturalité. On est encore loin d'une définition puisqu'elle n'existe encore pas. Et il y a des groupes de travail dont on fait partie qui travaillent autour de cette définition de la naturalité. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant puisque là, c'est inclusif des activités humaines. On ne peut pas aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, se- sortir l'humain ou regarder la nature de loin. On en fait partie, mais comment on peut vivre avec et la respecter. Donc, tout ce que tu dis là, ça évoque pas mal les stratégies RSE. Est-ce que vous avez d'ores et déjà formalisé à l'échelle du groupe une politique RSE sur votre impact? Parce que c'est un terme que tu as également utilisé, impact tant sur la société que sur l'environnement? Exactement. Donc dans notre projet Horizon 2027, on a un volet RSE fort, important, qui se décline en trois axes. Le premier, c'est évidemment ce qu'on appelle vulgairement le bilan carbone, qui est finalement un peu plus compliqué que ça. C'est sur l'ensemble des gaz à effet de serre et donc avec des ambitions d'être au moins à ce que, la France s'est engagée à faire lors de la dernière COP. Donc ça, c'est notre train d'entreprise, d'être au moins aussi bien que ce que propose et s'est engagé à faire la France. Et de l'autre, sur la partie gouvernance, donc, la formation. Aujourd'hui, il faut former nos collaborateurs, il faut qu'ils soient sans arrêt reformés pour être à la page de leur poste dans le groupe ou pour progresser dans le groupe. Donc un gros effort sur la formation euh, qui a, euh, qui a été lancé. Donc le bilan carbone, on l'a dit, la formation, c'est déjà les deux plus gros axes que l'on est proposé à nos équipes dans cette démarche. Et dans votre démarche RSE, vous avez pour objectif d'aller jusqu'à une certification, quelle qu'elle soit? Aujourd'hui, c'est pas l'objectif en tant que tel. Néanmoins, notre objectif à horizon 2027, c'est d'être potentiellement éligible à Bicorp, même si Mmh. c'est pas notre objectif de certification, c'est celui qu'on suit. Et donc, l'ensemble des trois, et j'ai retrouvé le troisième qui était le Great Place to Work, donc sur le bien-être au travail, cette mesure, et là, c'est une certification pour le coup, c'était le troisième Mmh. volet. C'est les trois qu'on retrouve aussi potentiellement, au moins deux d'entre eux sur Bicorp. En tout cas, on a en ligne de mire cette certification qui peut-être n'est pas encore assez visible dans nos industries, mais qui à l'échelle de 5 ans, on sait que ça sera massif. Dans 5 ans, beaucoup d'entreprises clientes vont exiger de leurs fournisseurs ou de leurs partenaires d'avoir ce niveau de certification qui est très élevé, très engageant. Voilà, donc on préfère se mettre sur le chemin pour que si demain on veut aller vers une certification, ce soit celle qu'on va suivre. Oui, complètement, que ce soit cette certification-là ou d'autres, le niveau d'exigence et d'attente de tes clients, B2B et en bout de ligne, des consommateurs en B2C, va aller de plus en plus en faveur de ce type de certification, c'est certain, ouais. Hem Et pour compléter justement sur cette vision du marché, si tu devais résumer, ta vision de l'évolution du marché nutraceutique dans les 10 prochaines années, en 3 ou 5 points, tu dirais quoi? Je pense que le naturel restera une lame de fond. En, Mmh. en un, c'est évident. Je pense qu'on fait une association naturelle entre le mot, j'emploie le terme encore, mais entre complément alimentaire, bien-être et naturalité. Ça, c'est une ligne forte. L'atomisation des segments, en fait, une segmentation plus forte. On n'aura pas trois ou quatre catégories, trois ou quatre galéniques, mais on va avoir vraiment une segmentation comme tout marché mature. Il y aura le premium, mais pas que. Il y aura la nécessité d'accès à du complément alimentaire accessible pour le plus grand nombre par des réseaux de distribution plus accessibles. Je pense qu'on trouvera le complément alimentaire dans des réseaux auxquels on ne s'attend pas aujourd'hui, dans des lieux de consommation auxquels on ne s'attend pas, parce Comme que c'est une lesquels lame par de fond. exemple?
Je pense que la grande distribution a encore beaucoup, beaucoup à faire, qu'elle a pas du tout, en tant que grande distribution, les marques oui, mais la grande distribution n'a peut-être pas fait le tour de la question encore, Surtout en France, ouais. et sur totalement. Je pense qu'effectivement là, c'est on parle bien d'influence qu'on peut aller regarder outre, Oui. hors Dans frontières les et pays qui est déjà anglo-saxons, bien c'est pas du tout la même, ouais. c'est pas du tout la même. Heu, la pharmacie restera, j'en suis certain, un axe fort par rapport à la prescription, au conseil. Les gens ont besoin de ce conseil. Donc on va avoir aussi une segmentation par le scientifique du complément alimentaire. Voilà, donc je pense qu'il y a encore, de belles années et des nouveaux acteurs. Je trouve, là aussi, je parlais des jeunes générations, qu'on peut associer aussi à toutes ces nouvelles marques qui chahutent le marché, qui viennent remettre en question, par des formes galéniques, par des temps de consommation, par une approche au consommateur, par l'acte de consommation et pas par la technicité du produit ou par les réseaux en tant que réseaux de distribution actuels ou comme ils sont faits aujourd'hui. Donc tout ça, c'est foisonnant, c'est intéressant, malgré les contraintes réglementaires, malgré les contraintes techniques, malgré toutes les contraintes que connaît notre secteur, on en parle régulièrement. Finalement, et je pense que toi, Grégory, chez Nutrikeo, tu as un point d'observation, magnifique à cet égard, c'est qu'au final, il y a une créativité, heu, encore plus forte que dans les années, 2000 qu'on évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a Complètement. plein de choses qui se font, plein de choses qui sont possibles de faire malgré, la limitation sur les dosages, sur les claims et cetera et cetera. Donc on est Bien plutôt sûr. très confiant, en fait, sur l'avenir de ce marché évidemment. Après il y aura certainement moins de gros acteurs, ils vont se resserrer évidemment comme tout marché mature là aussi et donc on voit un peu tout ça, poindre. Moins de gros acteurs, ça veut dire que eux mêmes vont, fusionner ou se racheter entre eux? En tout cas, un marché mature dans nos métiers ou dans nos univers marchés, il n'y aura pas des centaines d'élus pour être en OTC. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, aujourd'hui, une taille critique, c'est plus de 100 millions d'euros pour un laboratoire ou 100 millions d'euros pour accéder à la pharmacie. Il y a 15 ans, c'était 15 millions. Voilà, vous étiez un acteur déjà en pharmacie à 15 millions. Aujourd'hui, tous les dirigeants des sociétés qui veulent faire leur place en pharmacie ont Ils visent les tendance 100 millions. ils visent les 100 millions. Enfin, c'est un peu ce qu'on peut constater. Il y a toujours des Mmh. exceptions, des gens qui arrivent à se différencier, à être agiles, mais le gros du marché se trouve à peu près dans ces tailles-là, oui. Mmh. Et je rebondis sur ce que tu disais sur la créativité du marché. Je suis assez d'accord, bien évidemment, je partage ça et j'espère qu'on y participe à notre niveau. Mais, le marché a jamais été aussi créatif que dans les années 2020 là, dans lesquelles nous sommes, alors qu'il a jamais été aussi contraint par tout un tas de choses, hein, à la fois réglementaires, complexité d'approvisionnement, encombrement concurrentiel et pour autant, effectivement, il est extrêmement créatif parce qu'en fait, contrairement aux 20 années qui ont précédé, finalement, on se met aucune limite, on n'essaie pas juste de reproduire le succès du petit copain et il est effectivement beaucoup bousculé par, le digital, par l'arrivée des nouvelles marques, par le fait qu'on peut avoir accès et être en veille sur ce qui se passe un peu partout dans le monde entier de façon beaucoup plus facile et effectivement, ça permet de réinventer, à peu près tout, tous les modes de communication, de distribution, les galéniques, sur lesquels, vous devez forcément beaucoup travailler en tant que façonnier. Donc oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de belles innovations créatives à venir, c'est certain, ouais. Et justement pour, sur cet aspect, innovant et sur les nouvelles marques que tu évoquais, c'est quoi pour toi les 4-5 belles marques, pas forcément clients chez vous, hein, mais, qui sont pour toi les belles réussites de ces dernières années? Alors chez les DNVB, il y en a une qu'on cite souvent, hein, Nutrien&Co qui a fait parler d'elle. Heu, des spin-offs de laboratoires cosmétiques qui sont en train de chercher, la voie. On travaille avec eux, je les citerai pas parce que voilà, je vais citer en l'occurrence, c'est une filiale de Shiseido, spécialisée qui a vraiment fait un chemin particulier et donc c'est assez intéressant de voir que la capacité d'un grand groupe à finalement, hem,
faire éclore une marque comme ça. Et qui est en Voilà, spin-off, c'est-à-dire qui a pris ou qui est en train de prendre son indépendance. ouais, qui est complètement, enfin, à qui ils ont laissé vraiment les moyens de Super, faire leur chemin. Et puis après, bah, tous ceux qui ont réussi dernièrement avec les gummies, qui est assez phénoménal, hein, ces marques qui ont réussi avec finalement sur une galénique, on parle de l'Achillée par exemple, qui a réussi par une galénique finalement disruptive, puisque sur le marché pharma en plus, hein, par le réseau distribution pharma, pardon. Voilà, je suis assez admiratif de tout ça et chaque fois interpellé par le fait que tout se réinvente toujours, que finalement il y a c'est foisonnant et que on peut pas avoir des certitudes. Je pense pas que ça soit. Il faut avoir des convictions et pas de certitudes. complètement. Avant de conclure cette discussion, est-ce que tu aurais des échecs ou des flops à nous partager dans ta vie d'entrepreneur de ces 20-25 dernières années? Oui, je crois que ça c'est constitutif du métier d'entrepreneur. Si on ne vit jamais l'échec, je vois pas trop comment on peut progresser, et surtout C'est qu'on n'a d'analyser rien fait. l'échec. C'est qu'on a oui, ou alors on fait rien et surtout on reste tranquille. Hem, Parfois de pas avoir été assez audacieux assez tôt, voilà, et je pense que ça c'est sûr. Hem Des clients qu'on n'a pas su accompagner, alors ils étaient sur un chemin qu'on aurait pu continuer, parce que pas assez à l'écoute ou parce que pas assez en contact, parce que quelque part on en a oublié l'humain directement, la relation humaine directe. Ça, c'est pour moi, voilà, à chaque fois des échecs quand un client part, alors qu'on avait des choses encore à faire ensemble. Et inversement, des fois, des clients avec lesquels on s'était vertué à vouloir travailler, alors que c'était constitutif de leur société, de la nôtre, de ne pas pouvoir travailler ensemble. Et donc de le dire suffisamment tôt, vous savez, on ne peut pas travailler ensemble, on n'y arrivera pas. Et donc tout ça, c'est constitutif de dire aujourd'hui, ne perdons pas de temps là où on sait que ça ne le fera pas, ou au contraire, donnons les moyens, croyons dans le projet de tel ou un tel. Ça, c'est sûr. Et puis vraiment, le plus grand regret, c'est quand il y a des collaborateurs qui partent et que l'histoire n'est pas finie, en fait. Ça, pour moi, en tant que dirigeant, c'est vraiment difficile. Ou quand on a intégré des collaborateurs qui n'ont pas trouvé leur place, alors qu'on pensait qu'ils pouvaient la trouver. Voilà, donc bon, c'est toujours regrettable. C'est un travail de chaque instant, de laisser la place, de faire attention à chacun, d'accompagner chacun dans son chemin dans l'entreprise. Et la frustration du dirigeant qui a 300 collaborateurs aujourd'hui, tu citais le chiffre tout à l'heure, finalement, c'est de pas pouvoir donner suffisamment de bande passante à chacun. Donc le peu de temps qu'on peut y consacrer, donnons-leur avec intensité, avec présence, avec une vraie écoute. Et c'est, je pense, qu'on peut à minima faire pour éviter effectivement de perdre nos équipes en route quand l'entreprise va de plus en plus vite et peut être mal lue par ses collaborateurs. Mmh. Et inversement, la devise pour parler plutôt des succès, la devise du podcast et de Nutrikeo, c'est ils pensaient que c'était impossible et pourtant ils l'ont fait. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier et tout le monde pensait que c'était impossible, y compris toi, et pourtant tu l'as accompli ces 20 dernières années? On- En fait, quelque part, chaque jour, je peux me le dire en tant que dirigeant, parce que moi, je suis un enfant anxieux à la base. Et donc, quelque part, j'ai combattu mon anxiété d'enfant par faire des choses toujours plus loin, toujours plus me mettre systématiquement finalement en situation d'anxiété, mais la réparer ou la combler par une étape suivante. Donc ça, c'est sûr que c'est déjà effectivement un vrai combat. Et puis finalement, de voir les choses au loin et de partager ça avec mes équipes en disant, voilà, on va aller là, on ne sait pas vraiment comment on va y aller, mais vous allez voir, ça va fonctionner. Et finalement, à la fin, ça fonctionne. Et ça, c'est magique. Parce que réellement, je ne savais pas comment on allait faire. Je ne Mmh. connaissais pas les étapes. Je ne savais pas de comment on allait nourrir la troupe. Mais au final, on y va et c'est vraiment
j'allais dire le Graal quand on est entrepreneur, c'est finalement de dessiner une route avec des pointillés et finalement d'arriver au bout et d'avoir pris du plaisir tout au long du chemin. Parce que c'est très important de prendre du plaisir tout au long du chemin. Les objectifs, c'est bien, mais il faut que tout au long du chemin, on se nourrisse et qu'on partage des moments forts. Et oui, parce que c'est pas la destination qui fait le voyage, c'est en effet le parcours, le chemin, Exactement. comme dans la vraie vie d'ailleurs. Exactement, totalement. Bah, écoute, merci beaucoup Luc, on a fait un super beau tour d'horizon. On pourrait continuer de discuter comme ça à bâton rompu pendant pas mal de temps. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer? On a été exhaustif, on a effectivement partagé beaucoup de choses, de l'intime, des projets de l'entreprise, les produits, le marché. Voilà, donc j'espère que ce sera agréable à l'écoute. C'était un peu une discussion comme si on était que tous les deux, mais Oui, visiblement d'autres vont écouter. Mais exactement. c'était agréable. Merci Plusieurs Grégory. centaines, voire milliers même. Merci Écoute, de ta merci confiance. encore Luc pour ton temps. C'était hyper intéressant évidemment, toujours passionnant de parler avec des entrepreneurs du secteur. Moi, je retiens deux mots, même si ce ne sont pas les seules valeurs de l'entreprise et tes valeurs, mais c'est passion et audace. Je les ai notés dès le début de notre entretien, puis on est revenu plusieurs fois dessus. Passion pour la naturalité, bien évidemment, qui est ce secteur qui nous lie, que nous avons en commun, et audace entrepreneuriale, puisque dans tout ça, dans toute aventure entrepreneuriale, il y a d'audace, il y a du courage d'un fondateur, d'un dirigeant, d'une équipe. Voilà, c'est collectif, hein, cette audace. Et je pense que tu nous l'as bien retranscrite dans ces échanges d'aujourd'hui. Merci. Bah, merci à toi, je te souhaite une très bonne journée et j'invite à tous nos auditeurs et nos auditrices à continuer de nous suivre sur le podcast Culture Nutrition qu'on peut retrouver très très simplement sur le site Culture Nutrition qui est un média par ailleurs, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple, Deezer et bien d'autres. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles ainsi qu'à partager ce podcast autour de vous, dans votre famille, parmi vos amis et dans votre écosystème, qu'il soit dans la nutrition ou pas, parce que on a toujours envie de partager ces témoignages d'entrepreneurs de la nutrition avec un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Très bonne journée.